Quelle tâche! Alors, nous sommes arrivés au terme de ces colloques et je tiens à remercier tous les organisateurs de m'avoir aimablement invité à tirer les conclusions de ces 2 jours intenses de débats qui ont célébré le 10e anniversaire de l'inscription des sites miniers majeurs de Wallonie à l'UNESCO. 2022 est également une date importante pour une autre raison, puisque cette année marque aussi le 50e anniversaire de la Convention du patrimoine mondial de l'UNESCO. Je voudrais donc commencer par quelques remarques sur le rôle que les sites industriels ont joué dans ces 50 années de construction du patrimoine mondial. La dernière évaluation quantitative de la présence du patrimoine industriel sur la liste de l'UNESCO remonte à 2015. Dans le journal du Comité national d'ICOMOS Allemagne, le numéro 62, expressément consacré à ce sujet, figurait une liste composée par 46 sites industriels déclarés sites de l'UNESCO, soit 5,6% sur un total cette année-là de 814 entrées. Depuis, d'autres ont été ajoutés, mais le nombre global du World Heritage Sites a également augmenté et je pense donc que le poids en pourcentage n'a pas substantiellement changé. En dépit de cette présence limitée, il est néanmoins indéniable que les sites industriels inscrits ont eu un grand mérite, celui d'avoir accompagné et parfois anticipé l'évolution de notre manière de concevoir le patrimoine culturel au cours de ces dernières 50 années. Le patrimoine industriel progressivement inscrit a été un miroir fidèle des principales innovations doctrinales apportées aux critères originaux de la Convention pendant les demi-siècles passés. Je me contenterai de rappeler 3 moments importants de cette évolution. Les premiers concernent l'approbation en 1994 de la stratégie globale pour une liste du patrimoine mondial équilibrée, représentative et crédible. Cette réorientation stratégique est devenue nécessaire lorsqu'on s'est rendu compte qu'après les 20 premières années d'application de la Convention, les patrimoines inscrits sur la liste de l'UNESCO étaient principalement constitués des monuments traditionnels, tels que les cathédrales, les châteaux, les grands palais, situés pour la plupart en Europe. D'où la décision d'un rééquilibrage géographique et sectoriel du patrimoine à inscrire. Grâce aux efforts de TICI, the International Committee for the Conservation of Industrial Heritage, le patrimoine industriel a été reconnu comme un patrimoine sous-représenté et une liste de 33 sites d'intérêt potentiel a été rédigée par les TICI, dont beaucoup ont été inscrits au cours des années suivantes. Le deuxième moment à retenir concerne la création en 1992 de la nouvelle catégorie des paysages culturels, brièvement définie comme des œuvres conjuguées de l'être humain et de la nature, qui expriment une longue et intime relation des peuples avec leur environnement. Or, c'est au crédit des paysages industriels que le périmètre conceptuel de cette catégorie a été élargi. Au début, en fait, son application ne concernait que les paysages agraires, expression de la continuité et de la durabilité de la civilisation paysanne et de ses modes d'organisation du travail. En l'an 2000, l'inscription du paysage industriel de Blenavon, au pays de Galles,
a marqué un profond changement de paradigme dans la mesure où, depuis lors, dans la catégorie des paysages culturels, ont également commencé à être admis les paysages miniers, à savoir des paysages inhabituels qui, contrairement aux paysages ruraux, n'étaient pas les produits de la longue durée, mais plutôt les résultats d'une rupture soudaine déterminée par le démarrage souvent brutal pour l'environnement et la société traditionnelle d'un processus de modernisation industrielle sans retour. Celle de Blenavon a été suivie dans les années suivantes par les inscriptions de la grande fosse minière de Falun en Suède en 2001, du paysage minier de Cornouailles en 2006, du bassin minier Nord-Pas-de-Calais en 2012 et des sites miniers majeurs de Wallonie dans la même année. Avec ces deux dernières inscriptions, nous arrivons au troisième moment que j'ai souhaité évoquer, car elles ont ouvert de nouvelles voies aux pratiques patrimoniales. Jamais auparavant des territoires aussi vastes n'avaient été considérés comme un patrimoine culturel unitaire, digne de protection malgré l'extrême variété de ses attributs. Le paysage minier à grande échelle est en effet un paysage hybride dans lequel s'entremêlent les paysages industriels au sens strict, les puits d'extraction, les chevalements, les équipements, les paysages des déchets comme les terris, les paysages des infrastructures et les paysages urbains dans sa riche variété des cités minières. La Wallonie, c'est un catalogue exemplaire. Et donc, en fait, les deux inscriptions, Nord-Pas-de-Calais et Wallonie, ont ouvert la voie à l'utilisation de la méthode des inscriptions en série, qui a fait l'objet de la déclaration finale d'une réunion internationale d'experts qui s'est tenue en Suisse en 2010 à l'initiative du Comité du patrimoine mondial. Depuis lors, l'utilisation des nominations en série est devenue une pratique fréquemment appliquée, comme a été démontré par les inscriptions des 23 sites de la révolution industrielle Meiji au Japon en 2015, de la région minière de Erzgebirge en 2019, et Helmut, s'il était là, aurait pu dire quelque chose, et dans la même année du patrimoine de la mine de charbon d'Ombilin à Savolunto en Indonésie. On peut se demander s'il n'est pas excessif d'accorder autant d'attention à un aspect apparemment technique comme la sérialité de ces inscriptions. Mais la sérialité n'est en aucun cas une question secondaire, surtout en tenant compte des principes énoncés dans la déclaration mentionnée, la déclaration suisse. Tout d'abord, il est averti que la série ne doit être assimilée à un simple catalogue des sites. Au contraire, la série se justifie par une définition adéquate des liens fonctionnels entre les éléments constitutifs. Et en conséquence, la compréhension du concept et du cadre scientifique des inscriptions sérielles ne peut se passer de l'utilisation de nouvelles technologies qui permettent aux visiteurs de saisir non seulement l'importance individuelle d'un site, mais le système de valeurs qui ne peut être appréhendé que par une vue synergique de la série. Or, si tels sont les objectifs, ne jamais perdre de vue l'ensemble de la série et dans ces buts l'emploi de nouvelles technologies, je crois que ces 2 journées de conférences nous ont montré un large arsenal de nouveaux outils qui sont à notre disposition.
des immersions virtuelles aux représentations digitales, aux reconstructions 3D, on a vu celle de Lascaux, aux jeux numériques. Chacun d'eux offre aux visiteurs des modes de perception qui peuvent élargir leur compréhension de l'individualité d'un site au système sériel auquel il appartient. Je crois que chaque musée, chaque lieu de mémoire, chaque centre d'intérêt doit aménager son exposition et ses outils d'interprétation en gardant à l'esprit l'objectif principal, ne jamais renoncer à encadrer un site particulier dans la série à laquelle il appartient et à expliquer sa valeur en tant qu'élément constitutif d'un tout en dehors duquel sa signification reste incomplète. D'autre part, c'est la véritable mission des musées. Lorsque vous ouvrez la page Internet de l'ICOM, le premier message qui ressort est le suivant. Les musées n'ont pas de frontières, ils sont un réseau. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de meilleure expression pour condenser en quelques mots la mission réelle des musées. Et c'est une mission, je dois dire, qui est apparue bien présente dans plusieurs présentations qu'on a vues. Je pense au Walking Tour de l'Industry Museum de Gand, où je pense surtout à l'European Route of Industrial Heritage dont Christian vous a parlé et dont je suis membre du comité de direction. Notre mission, c'est développer du réseau par la voie de la création des routes thématiques, des routes régionales. Faire du réseau entre les sites, c'est la mission particulière des ERI, je dois dire. Donc, cependant, il serait trop simpliste de réduire la valorisation d'un patrimoine aussi complexe que celui des mines wallonnes à une question d'innovation de leur appareil de médiation et d'interprétation. Dans les documents de base que nous avons tous reçus, on trouve mentionné quels sont les principaux enjeux auxquels les 4 sites devront faire face dans les années à venir. En premier, la transmission de la mémoire industrielle à une époque où les témoins directs tendent à disparaître. Ensuite, la compétitivité du tourisme industriel face à une offre touristique culturelle qui s'étend et se diversifie impétueusement. Et au final, l'adaptation insuffisante des sites historiques au langage et au mode de communication et de médiation actuels. Bon nombre des expériences montrées dans les présentations de ces 2 jours ont tenté d'apporter des réponses à ces enjeux. Mais je crois qu'au lieu d'évaluer les solutions spécifiques, il vaut mieux partir de celui qui constitue les plus grands défis dans les prochains à venir, à savoir la redéfinition en cours de la mission des musées et des sites culturels en général. Tous sont au courant que le 24 août dernier à Prague, l'ICOM a approuvé une nouvelle définition des musées qui l'engage à exercer, en plus des compétences canoniques de conservation et d'exposition du patrimoine, toute une nouvelle série d'activités visant à encourager l'inclusion, à valoriser la diversité et à promouvoir la participation de la communauté.
Par ailleurs, je tiens à signaler que des exhortations à un engagement social plus fort avaient été déjà formulées sous une forme beaucoup plus radicale dans une proposition de l'ICOM à Kyoto en 2019, proposition qui n'a jamais été approuvée. Si l'on regarde les expériences en cours, on ne peut que constater que la déclaration de Prague, plutôt qu'un programme pour l'avenir, est plutôt la reconnaissance d'une évolution déjà en cours. Toujours plus nombreux sont les musées qui cherchent à s'ouvrir à de nouveaux publics, en développant des approches de moins en moins élitistes et plus dialogiques. De la diversité des expériences en cours se dégage un remarquable effort commun pour se conformer à l'exhortation du document de Kyoto, celle à travailler en partenariat actif avec et pour diverses communautés dans le but de contribuer à la dignité humaine et à la justice sociale, à l'égalité mondiale et au bien-être de la planète. Vaste programme, certes teinté un peu d'idéologie, face auquel, cependant, toutes les institutions muséales visant à innover devront se rapporter, en établissant une relation plus directe avec la communauté, ou plutôt avec les communautés, car la communauté au singulier est une abstraction. En fait, la diversité sociale et culturelle de la société contemporaine est la conséquence de la coexistence de plusieurs communautés avec des valeurs et des traditions distinctes qui interagissent et négocient dans un travail collectif de construction d'un patrimoine culturel idéalement partagé, mais nécessairement sillonné par les lignes de fracture entre des identités multiples qui ont parfois du mal à cohabiter dans un espace identitaire commun. À cet égard, je crois pouvoir dire que dans les présentations qui nous ont été faites, une pleine conscience de la nécessité de définir une nouvelle démarche apparaît. Bertrand Gine, responsable du Discovery Museum, a déclaré que nous devons passer des musées orientés vers les collections à des institutions orientées vers les visiteurs, qui prennent pour leur point de départ les questions et les défis des visiteurs et de la société. Marie-Caroline Jeannin, directrice du courriel Musée de la Mine, a bien souligné les changements intervenus dans les rapports entre les publics et les biens patrimoniaux. Les publics acceptent de moins en moins un rapport passif et réclament un rôle d'acteur. Et les conclusions du workshop organisé par les Bois du Luc, auquel j'ai participé hier l'après-midi, sont allées, me semble-t-il, dans la même direction quand on a souhaité les passages d'une médiation top-down à une médiation en accord avec les enjeux de notre société. Pour s'adresser au public et en promouvoir l'inclusion et la participation, les musées devront entreprendre une révision profonde des systèmes narratifs utilisés. Dans beaucoup d'entre eux persistent des récits autoréférentiels dont les messages ont été élaborés par des spécialistes et des experts, pas toujours suffisamment sensibles aux attentes et aux motivations des visiteurs.
Aujourd'hui, la mission du musée est remplie selon une procédure inversée. Partir des intérêts et de l'histoire vécue des différentes communautés patrimoniales selon Fernand Collin, afin d'évaluer les médiations nécessaires pour donner réponse aux demandes dont elles sont porteuses. Si l'activité muséale est réorientée dans cette direction, si la conception muséographique doit naître du public et de ses formes de participation, il est fort probable que nombre de récits traditionnels devront être révisés. Une tâche immense qui demande des engagements considérables. À mon avis, la première démarche à faire est celle de repenser les thèmes forts de l'inscription des 4 mines de charbon de Wallonie. Les dossiers soutenaient que la candidature sérielle était justifiée car elle témoignait d'un lieu précoce de diffusion des innovations techniques et urbaines de la révolution industrielle, des valeurs sociales et de l'interculturalité née de l'industrie des masses, par la participation d'ouvriers venant d'autres régions de Belgique, d'Europe et puis d'Afrique. Sont des citations du document de base de l'inscription. Alors, concernant les premiers thèmes, celui des innovations techniques, évidemment, les 4 sites et les cités minières de Wallonie offrent des témoignages sans équivalent d'innovations techniques et urbanistiques dont la matérialité ne peut être remplacée par aucun équivalent numérique. Les progrès de la réalité virtuelle et des dispositifs immersifs, du moins dans ces cas, ne constituent pas une menace de dématérialisation de l'espace muséal, comme le craignent souvent certains responsables des musées aux prises avec ces nouvelles technologies qui s'interrogent sur les musées sans mur, sur les musées portables. Et je crois que les sites miniers de Wallonie sont là pour rester. Et d'ailleurs, l'importance de la matérialité a été bien soulignée par Nicolas Verschuren. Je m'excuse pour... il a bien dit le rôle que les chevalements jouent dans la bande dessinée aussi. Donc, c'est un aspect matériel dont on ne pourra jamais se débarrasser, même si la virtualité va progresser. Mais comment ne pas penser que tout en conservant la matérialité des sites en question, on peut profiter de leur portabilité virtuelle pour rapprocher les publics que l'on souhaite solliciter à visiter ces patrimoines en présence. Amener alors dans les écoles ou dans d'autres lieux de rassemblement social des équivalents numériques capables d'offrir des représentations immersives captivantes peut devenir un expédient efficace pour s'adresser à des publics que l'on souhaite attirer vers les sites à valoriser. En tout cas, je crois qu'il faut se débarrasser d'une fausse opposition, car, comme a été bien dit par Fernand Collin, la virtualité doit se constituer en conjugaison avec les patrimoines authentiques. Et Romain Jacquet aussi a bien éclairci quels sont les bénéfices
que la digitalisation peut apporter au patrimoine physique. Donc, une coexistence, il n'y a pas une contradiction entre les virtuels et les matériels. Si l'innovation technique et urbaine place au centre du récit les rôles des entrepreneurs dans un projet de modernisation de la production qui intègre tous les aspects de la vie professionnelle, du travail au domicile, les aspects sociaux exigent au contraire une narration différente qui repose sur un autre point de vue, celui des ouvriers, celui de leur expérience personnelle au travail dans les mines. Alors, la tragédie du bois du casier ou la maladie jaune dont nous parlaient les représentants de l'EWARD sont certainement des événements qui se prêtent à un récit dont la narration doit se développer à partir du point de vue de l'ouvrier. À cet égard, j'ai trouvé bien pertinent encore les appels soit de Christian Baum, soit de Marie-Caroline, c'est écrit à la main, c'est Janan ou Janon? Janon. Janan, oui. À reconnaître les rôles de l'émotion dans l'expérience muséale, en tenant compte qu'elle se constitue sur la sensibilité des visiteurs, leur vue, leur ouïe, les sens, dans une dynamique où les spectacles dépassent l'exposition. Et donc, évidemment, là, il y a aussi un équilibre à trouver entre les deux. En plus, je crois comment se placer dans ces points de vue autres, les points de vue des ouvriers. Et je crois que les réflexions qui nous sont apportées, soit Marie-Paul Jung-Bluth, plus ou moins, et aussi Konstantinos Apostolakis, le rôle de l'empathie. L'empathie, c'est vraiment les moyens pour mieux appréhender ces points de vue en se situant à la place de celui qui devrait devenir le véritable narrateur et surtout dans un moment où on entrevoit l'après-ancienne mine, disons la disparition des témoins vivants. Et enfin, le thème de l'interculturalité, un thème d'une grande actualité, puisque les limites des récits du patrimoine industriel sur une base eurocentrique sont de plus en plus perceptibles. Si l'industrialisation a eu son épicentre en Occident, la compréhension de ces phénomènes devenus de dimension planétaire reste incomplète si nous n'élargissons pas notre activité cognitive à ces effets de propagation dans d'autres contextes non européens et à ces effets centripètes en termes de main-d'œuvre attirés d'autres pays et continents. Et là aussi, on a vu, grâce à Marie-Paul Jung-Bluth, comment des nouvelles formes de médiation, comme les jeux numériques, peuvent contribuer à diffuser les thématiques interculturelles des migrations chez les jeunes. Et en conclusion, je crois donc que
l'interculturalité qui sous-tend l'inscription des 4 sites miniers majeurs de Wallonie représente le cadre meilleur où, grâce à la participation d'autant de travailleurs étrangers et à l'apport de leur culture d'origine, puisse se développer un puissant récit polyphonique de l'histoire minière en Wallonie. À ces propos, un des thèmes soulevés dans les workshops du Bois du Luc hier, c'est lui des femmes invisibles, les oubliés de la mine, s'inscrit à plein titre dans cette vision plurielle des cultures. Mais permettez-moi une dernière considération concernant la dimension européenne de ces patrimoines. Aujourd'hui, notre continent, peut-être plus que d'autres, est confronté à un défi existentiel, celui de l'approvisionnement énergétique. Je voudrais rappeler que les lieux dont nous célébrons aujourd'hui l'inscription sur la liste de l'UNESCO ont déjà été les théâtres d'un défi similaire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Même à cette époque, il y avait une grande soif d'énergie qui a été résolue par un audacieux acte de coopération entre d'anciens États belligérants, à savoir la construction de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, 1952. Vous voyez, de 2022, c'est une année de célébration. L'inscription à l'UNESCO, la convention de l'UNESCO et la création de la Communauté européenne, dont le 70e anniversaire tombe cette année. Grâce à cette construction, la bataille a été gagnée. Alors, espérons que grâce à un autre projet de coopération tout aussi audacieux, la bataille de l'énergie puisse être gagnée encore une fois. Espérons que les témoignages qui émanent encore de ces lieux puissent être un exemple pour l'avenir de notre continent. Je vous remercie pour votre attention et j'espère d'avoir bien résumé la richesse de ces colloques. Merci. Grand merci. Tout à fait, je pense. Un tout grand merci pour cette synthèse remarquable de nos travaux. Alors, nous sommes en retard, mais je voudrais quand même encore prendre 2 minutes de votre temps pour quelques remerciements. Tout d'abord au site minier pour leur initiative, pour leur choix d'un thème qui était très intéressant. Remercier aussi mes collègues de l'Agence Wallonne du patrimoine pour l'appui qu'elles ont apporté à la réalisation de ce colloque. Remercier aussi les intervenants pour leur contribution, pour avoir partagé avec nous leur expérience, leurs réflexions, leurs démarches. Et puis remercier aussi vous qui nous avez rejoints, qui êtes restés pendant cette journée et demie de travail. J'espère que ce que vous avez entendu au cours de ce colloque vous stimulera, vous inspirera, vous donnera de nouvelles dynamiques, de nouvelles collaborations. Et enfin, je ne voudrais pas, dans mes remerciements, oublier nos interprètes qui nous ont aidés à nous comprendre et à pouvoir échanger. Un tout grand merci à eux. Alors, je me tourne vers les sites miniers. Je ne sais pas, Marie, Jean-Louis, s'il y a des informations pratiques pour l'après-midi.